je voudrais avec vous expliquer le rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international au niveau de la surveillance financière internationale et les incidences que leur apport a sur le plan positif et sur le plan négatif. Le premier rôle positif est que le FMI et la Banque mondiale ont, ces dernières années, apporté un soutien significatif au développement de l'économie africaine. Mais toutefois, ce soutien a connu des limites sur le plan structurel pour des causes de non-diversification des modèles économiques des pays africains, mais également la dépendance de ces pays dans les secteurs extractifs. Les secteurs extractifs dont nous le constatons tous aujourd'hui sont exclusivement dépendants que par les entreprises internationales qui, de par leur force et leur puissance financière, arrivent en Afrique, investissent un capital et le rentabilisent en dividendes importants. Ces différents déséquilibres ont causé jusqu'aujourd'hui à l'économie africaine un sous-développement notable qu'il sera difficile de réparer à très court terme si des réformes de ces institutions ne sont pas immédiates. Le point de presse actuel a pour but de situer la responsabilité de ces institutions financières dans la promotion du développement économique. La responsabilité, elle est d'abord soutenir les économies africaines et des pays en voie de développement. La voie de développement suppose qu'aujourd'hui, les pays africains n'ont plus besoin de recourir toujours à l'endettement. Elles ont plus besoin aujourd'hui d'un partenariat sincère avec ces institutions en misant plus sur l'investissement extérieur et en injectant le capital sur le marché local pour permettre aux entreprises du secteur privé de créer de la valeur ajoutée, de conquérir des secteurs lucratifs qui sont exclusivement dédiés aux entreprises internationales et de garantir le bien-être social par une rentabilité certaine à court et moyen long terme. Aujourd'hui encore, nous le constatons avec la situation dans la zone CEMAC, où nous l'avons constaté tout récemment, les chefs d'État se sont retrouvés en urgence pour réexaminer les politiques économiques et la structure de l'architecture financière de cette zone. Il a été constaté que la dépendance des pays dans les secteurs extractifs, en l'occurrence le pétrole et les autres matières premières, les expose à une facilité de ne pas conjuguer des efforts d'innovation afin de concourir ou de conquérir des secteurs autres que les secteurs extractifs. Lorsque je parle des secteurs autres, je suppose qu'aujourd'hui, l'économie d'un pays ne doit pas dépendre exclusivement que d'un secteur tel que le pétrole, le gaz ou encore les autres secteurs. Nos pays doivent diversifier leur offre économique et permettre aux entreprises du secteur privé d'inventer et de créer des services qui peuvent être vendus en dehors de nos frontières et permettre à nos États de rentabiliser des devises étrangères pour financer, sans faire recours à l'emprunt, à leur développement. Ce développement ne peut être garanti que par les acteurs du secteur privé. Et nous constatons aujourd'hui que la plupart des entreprises du secteur privé ont du mal à garantir leur développement. Pour des raisons que nous connaissons tous, le manque d'accès au financement, l'incapacité de ces entreprises à réunir les conditions de risque pour obtenir des crédits auprès des banques commerciales qui font déjà un effort assez soutenable en accordant des crédits malgré les risques élevés. Quelle est la nécessité aujourd'hui pour nos économies de reformer leur modèle de financement qui doivent aujourd'hui se baser plus sur un financement participatif, un financement par capitalisation et non un financement par endettement. Le financement par capitalisation suppose qu'aujourd'hui, les investisseurs mondiaux qui ont compris que l'Afrique reste le seul continent qui garantira le développement de leurs épargnes futures ont bien évidemment l'appétit de placer leurs capitaux. Mais pour les placer, cherchent des interlocuteurs et des entreprises crédibles. Ces entreprises crédibles supposent des entreprises qui sont normées, qui remplissent toutes les conditions financières admises, mais également des conditions de gouvernance en matière de risques pour garantir une rentabilité subséquentielle des différents investissements placés.
Encore une fois, je voudrais vous le souligner, l'Afrique a beaucoup de difficultés à convaincre les partenaires mondiaux sur le financement de son développement. Cette complication est d'abord cynique à l'appellation pays pauvre et très endetté, que j'ai l'habitude dans mes mémoires de soutenir en disant on ne peut pas être pauvre et être endetté. On est endetté lorsqu'on est riche. Mais lorsqu'on nous qualifie d'être des pays pauvres et très endettés, c'est lorsque nous venons dans les tables de négociation, nous venons avec l'idée que nous sommes déjà sous-évalués. Et conséquemment, le taux de l'emprunt devient beaucoup plus élevé. Parce qu'on suppose qu'on est pauvre. Donc on est appelé à tout accepter. Pourtant, nous sommes riches parce que nous sommes admissibles à l'endettement. Pour emprunter, il faut être solvable. Et si on est solvable, ça veut dire que nous devons négocier égal à égal et protéger nos intérêts au niveau des taux pour amoindrir la charge de la dette et garantir une assurance sur l'amortissement du capital qui doit être remboursé. Ceci étant dit, je suppose que le FMI, la Banque mondiale, n'ont pas, à tout état de cause, rempli avec mesure l'ensemble de leurs missions dans l'économie africaine. Pourquoi je le dis? Nous constatons encore des pays qui ont du mal à obtenir leur décaissement à présent auprès de ces institutions simplement parce qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations de remboursement. Pourtant, nous constatons qu'aujourd'hui, la crise financière que peuvent traverser certains pays est surtout due aux différentes mutations que connaît l'économie mondiale. Nous voyons la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, nous avons tous été victimes de la crise de Covid. Ce qui suppose que les États ont subi les mêmes conséquences que tous les pays émergents ont pu connaître. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, le fait des pays africains de dépendre aux emprunts auprès de ces institutions les soumet obligatoirement à une dépendance en termes de productivité. C'est ce qui suppose qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de définir et de mettre en place un pacte financier africain. Ce pacte financier doit être subordonné à la création d'un modèle économique africain, un code des investissements référentiels africains pour protéger nos investissements, fixer les conditions qui permettent à ce que les acteurs externes qui arrivent avec du capital puissent à 99% l'investir dans des secteurs de transformation et de production du capital local pour permettre à nos différents marchés financiers d'avoir assez plus d'épargne pour financer le développement de nos États sans recourir à l'endettement extérieur, en l'occurrence en devises étrangères. Je voudrais vous souligner aujourd'hui encore une fois de plus que la dette extérieure de nos États, elle est très lourde. Elle est lourde pour nos économies parce qu'elle est multiforme. Vous avez la dette monétaire et vous avez la dette en crédit fournisseur. Mais la difficulté est que ces dettes, les plupart, sont contractées pour financer la mise en valeur de nos États. Et lorsqu'on s'endette pour une mise en valeur, il est difficile de garantir à l'immédiat la charge de l'amortissement de la dette. Pourquoi? Parce que la plupart des emprunts qui sont supposés créer une valeur ajoutée à l'économie ne le font pas à l'immédiat, mais le font sur le long terme. L'État compte généralement sur des recettes fiscales, mais les recettes fiscales qui ne sont pas le plus souvent bien chiffrées, parce que les entreprises le plus souvent sont du secteur informel. Conséquence, l'État a du mal, sur la base de l'épargne locale, à assurer l'amortissement de ses emprunts avec mesure et avec assurance. Il est obligé quelquefois de recourir à des nouveaux emprunts pour financer l'amortissement des dettes antérieures, ainsi que l'accumulation de sa charge. Ce qui interpelle aujourd'hui, dans tous les pays africains, la responsabilité de nos dirigeants politiques, de par leur capacité à avoir des négociations sincères et franches avec les acteurs du secteur public, en l'occurrence des institutions multilatérales telles que le FMI et la Banque mondiale. L'Afrique a eu une heureuse chance d'avoir une institution panafricaine, en l'occurrence la Banque africaine de développement, que malgré les obstacles qu'elle connaît pour mobiliser les ressources financières dans les marchés d'euro-dollar, continue à soutenir du moins qu'elle puisse
le développement de certains pays dans certains secteurs d'activité. Le but de mon point de presse, en tant que banquier d'investissement, est de dire aux acteurs du secteur privé et du secteur public que l'architecture financière aujourd'hui exige que l'Afrique se dote des institutions d'investissement capables de promouvoir, de créer et de défendre la souveraineté financière de nos différents pays, mais tout en mobilisant les capitaux dont nos économies ont besoin et en les injectant dans le secteur privé. Le secteur privé est le seul gage de développement des économies africaines. Sans le secteur privé, l'État ne sera pas en mesure de garantir une croissance économique. Sans le secteur privé, l'État aura du mal à autofinancer certains investissements publics sans recourir obligatoirement à l'endettement. Ce secteur privé exige donc que les entrepreneurs africains s'intéressent à des secteurs lucratifs qui sont à présent dépendants à 100% par des acteurs internationaux, en l'occurrence des grandes firmes, qui ont une double appartenance, leur capacité à mobiliser l'épargne dans les marchés d'euro-dollar et de financer leur installation en Afrique par leurs filiales et y investissant uniquement que le capital en nature, généralement, et non le capital monétaire. Pourtant, les dividendes qui sont réexportés, généralement, sont faits en monnaie locale. Les conséquences des déséquilibres de la balance de paiement et même de la balance commerciale de nos différents pays qui nous créent de temps à autre un déséquilibre social significatif pour nos populations et exigent des réformes claires, sincères et concises. Ces réformes exigent que les institutions financières internationales aient une volonté honnête de travailler de manière collégiale pour permettre à l'Afrique de se doter d'un marché financier communautaire. L'Afrique a l'obligation aujourd'hui de se doter d'un marché financier communautaire. Ce marché financier suppose qu'il serait plus facile aux entreprises africaines de mobiliser les capitaux dans un marché africain unifié que d'aller les mobiliser dans des marchés où parfois il y a des limites en matière de normes financières internationales que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas remplir parce qu'elles sont la plupart informelles ou ne comprennent pas les réalités de ces différents grands marchés. L'Afrique doit donc se doter d'un marché financier communautaire et permettre à nos États de pouvoir avoir où, lorsqu'ils ont des besoins de financement, peuvent se ressourcer, sans toutefois recourir à la dette extérieure, sans toutefois recourir aux marchés financiers mondiaux tels que de l'Occident, où quelquefois il y a une méconnaissance des réalités de nos économies. Je voudrais, avant de clôturer ma réflexion, souligner que notre arrivée au Sénégal, à présent, est connue par les acteurs locaux, est connue par les autorités sénégalaises qui, je le souligne, depuis leur nouvelle administration, garantissent aux investisseurs étrangers et même nationaux leur volonté de réformer le système financier et permettre à ce que tous ceux et celles qui désirent investir au Sénégal soient en mesure d'avoir la certitude d'une rentabilité de leurs investissements. Ça demande à ce que nous ayons cette gratitude, de cette nouvelle volonté et de cette impulsion de transparence. Parce que le premier indicateur, la première garantie qu'un investisseur voudrait lorsqu'il investit dans un pays, c'est de se rassurer que la crédibilité s'y repose sur les informations financières qui lui sont communiquées, que ce soit par l'État ou que ce soit par les acteurs du secteur privé. Et nous constatons que les autorités sénégalaises actuelles remplissent de manière mesurée cette obligation. Il y a encore quelquefois à faire. Lorsque les investisseurs y arrivent, ils ont également besoin d'avoir une assurance sur le plan judiciaire, sur le plan fiscal, que l'État conjugue des efforts de protéger et de sécuriser leurs investissements et même leurs propres personnes, sans qu'il y ait de l'entrave ou qu'il y ait de la sécurité dans la rentabilité de leurs actifs. Les autorités sénégalaises aujourd'hui le garantissent et ils sont à féliciter.
Ils sont jeunes, ils ont une vision, et je suis sûr que le plan de développement du Sénégal à l'horizon 2050 aura de la réponse de tous les investisseurs mondiaux, d'ailleurs, qui le regardent. La preuve, notre structure d'investissement qui s'installe au Sénégal et qui ouvrira ses portes dans les prochains jours aura pour mission d'accompagner l'État dans cette responsabilité. Il est de l'obligation de toutes les parties prenantes à conjuguer un effort collégial pour soutenir cette vision afin de garantir un bien-être social et de répondre aux besoins urgents des populations sénégalaises qui sont celui du bien-être, celui de l'emploi et celui de la diversité économique. Pour créer de l'emploi, il revient de la responsabilité des entrepreneurs. L'État met en place un canevas et les entrepreneurs doivent faire esprit d'inventivité et de courage pour affronter les nouveaux secteurs qui sont aujourd'hui réservés exclusivement aux entreprises internationales, en l'occurrence étrangères. Et donc, les acteurs du secteur privé ont une mission pour accompagner l'État et nous avons l'obligation, nous, en tant que structure internationale qui nous installons au Sénégal, de protéger et de soutenir cette vision. C'est donc pour ces raisons, je voudrais vous annoncer de manière solennelle que notre structure entend, d'ici 2027 au Sénégal, doter du Sénégal d'une banque d'investissement privée, dont le capital social sera au minimum de 200 millions de dollars. Cette banque d'investissement aura l'obligation d'accompagner l'État dans ses différentes missions de promotion d'investissement et de développement. Ces différentes missions ne se reposeront pas que dans la fourniture du capital, mais auront une obligation de conseil, d'évaluation de risques sectoriels, mais également de proposition d'indicateurs financiers et des indicateurs de risque pour garantir un investissement mesuré dans les différents secteurs d'activité de l'économie sénégalaise et même africaine et sous-régionale. Pour ce fait, nous avons donc décidé, par la même empreinte de volonté, de mettre au Sénégal la structure internationale d'investissement dénommée Capital Financial Investment, connue au niveau mondial de CF Bank, qui aura pour but premier d'évaluer le marché sénégalais, d'identifier des projets rentables et d'identifier des projets qui entrent en adéquation avec la vision du développement 2050 de l'État du Sénégal et également les différents secteurs capables de permettre à l'État d'asseoir une assiette financière suffisante pour autofinancer son développement sans recourir à l'endettement extérieur, qui, je le souligne, connaît aujourd'hui un écho négatif. Parce que lorsqu'on s'endette, on s'endette à des conditions élevées et par conséquent, si l'épargne locale ne permet pas de mobiliser des capitaux nécessaires pour assurer l'amortissement, on se retrouve dans une position d'un pays un peu très insolvable et ce n'est pas ce que nous voulons pour nos États aujourd'hui où l'occasion est venue pour les pays africains de se réveiller et de conjuguer un même effort pour concourir à leur développement mutuel. Je voudrais, mesdames, messieurs les journalistes, vous manifester ma gratitude et vous dire en conclusion, premier, que nous allons accompagner le Sénégal. Nous allons accompagner l'Afrique et nous allons défendre les intérêts des Africains, des entreprises africaines, de nos États, en conseillant nos États sur les différentes décisions qu'ils prennent chaque jour pour mobiliser les finances au niveau des marchés mondiaux de capitaux, mais également en fournissant aux entreprises du secteur privé surtout tout un ensemble de conseils, mais aussi de standardisation par une structuration d'un organe de gouvernance financière pour ces entreprises afin de leur permettre d'être des sources de développement sûres de nos différentes économies sur l'ensemble du continent africain. Alors, il faut souligner que nos activités ont connu des mouvements un peu, je ne dirais pas, ont connu des réserves. Ont connu des réserves de par notre propre volonté au niveau international, parce qu'il faut le savoir, à l'époque, il y avait une méfiance. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de nos investisseurs trouvaient que le Sénégal était un pays à risque élevé. À l'époque, en 2023 d'ailleurs, lorsque nous étions là. Mais également la configuration du cahier des charges qui nous avait été présenté à cette époque avait plus des intérêts personnels et non collectifs. Et du coup, nous n'avons pas immédiatement trouvé notre intérêt. Mais aussi, certains qui n'ayant vu que nous n'étions pas susceptibles d'accepter toutes ces conditions,
en ont saisi d'ailleurs des occasions un peu malheureuses, qui n'ont pas eu tendance à nous mettre face à un engagement renouvelé. Mais heureusement, et ça je vous le dis, s'il n'y avait pas eu des nouvelles autorités, moi qui suis devant vous, je ne serais pas devant vous. J'aurais accepté ouvrir cette filiale dans un pays en guerre que de la mettre au Sénégal, si nous étions repartis en 2023. Si je suis devant vous jusqu'à présent, c'est parce que les nouvelles autorités rassurent. Elles rassurent par leur volonté de promouvoir le développement équitable. Et rassurent par leur promotion de traiter, d'obliger les entreprises à traiter et à communiquer des informations financières crédibles. C'est la première garantie d'un pays émergent. C'est-à-dire une information qui est communiquée doit être sincère, fidèle et crédible. Et on le constate par des réformes, par une volonté manifeste des nouvelles autorités. Même si aujourd'hui on constate qu'il y a encore beaucoup à faire, mais les signaux sont positifs. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que je suis encore aujourd'hui devant vous, parce que nous avons cette confiance et nous pensons soutenir les acteurs politiques qui ont une vision globale et dont le secteur privé sera chargé de la mise en place rigoureuse et mesurée de cette vision qui est globale et dans son exécution. Vous venez de le préciser tout de suite qu'il y a une grande différence entre les banques d'investissement et les banques commerciales. Vous savez, les banques commerciales exigent des pourcentages en retour après investissement. Et vous, en tant que banque d'investissement, qu'exigez-vous en retour des actions ou bien des pourcentages d'investissement? Alors, je vous remercie. Vous savez, les banques commerciales sont subordonnées à une réglementation financière. Elles dépendent en partie de la Banque centrale. La plupart, elles sont subordonnées à une politique monétaire mise en place par la Banque centrale. Déjà, leurs taux d'intérêt sont d'abord subordonnés à un taux directeur mis en place par la Banque centrale qui surveille et coordonne l'action économique monétaire de l'État. Et la Banque centrale, elle est également surveillée par la Banque internationale de la BIR qui contrôle et surveille les banques centrales. Ce qui suppose que les banques commerciales, en réalité, peuvent avoir une volonté d'accorder des crédits à des taux beaucoup plus préférentiels. Mais il y a un risque, je venais de vous le dire, lorsque des entreprises du secteur privé traitent, communiquent parfois des informations avec omission de sincérité, il est difficile pour une banque qui mobilise l'épargne locale de placer ses capitaux dans ces entreprises à des conditions beaucoup plus limitées, c'est-à-dire à des conditions favorables. C'est le risque de ne pas être en mesure de recouvrir l'épargne de leurs clients qui les amène non seulement à mettre un taux beaucoup plus élevé. Et ce taux, il faut le comprendre, ce n'est pas de leur volonté. Elles peuvent faire mieux si elles avaient les possibilités, mais elles sont contraintes par une exigence de risque. Dans un taux d'intérêt, les banques commerciales donnent plus de crédits, alors qu'une banque d'investissement, ce n'est pas sa mission. La banque d'investissement n'a pas pour rôle de donner des crédits. D'ailleurs, elle n'en accorde pas. Vous comprendrez que les banques d'investissement sont plus dans le financement structuré. Elle a pour mission de structurer et d'exécuter les financements complexes pour le compte des entreprises qui ont des besoins de capitaux. Maintenant, ces structurations se coordonnent par des modèles financiers qui correspondent aux normes financières internationales, mais aux aspirations de développement des entreprises. Une entreprise qui veut se financer a plusieurs modèles. Aujourd'hui, vous verrez que la plupart veulent d'abord le modèle de l'endettement, pourtant ils ne remplissent pas les conditions. Le modèle des banques d'investissement entre dans le modèle de la capitalisation, de la prise de participation ou encore de la joint venture ou de l'equity. Donc, les banques d'investissement offrent aux entreprises plus de possibilités d'aller dans un partenariat de développement que dans un partenariat d'endettement. Ce qui fait que les banques d'investissement ne mettent pas en place des taux d'intérêt. Non, non, non. Elles se basent sur des taux de rentabilité issus des projets. Si j'investis dans une entreprise, je dois me rassurer que cette entreprise elle est rentable. Pour me rassurer qu'elle est rentable, il est nécessaire que je mette en place un organe de gouvernance et de surveillance qui me rassure que cette entreprise, son activité va garantir la rentabilité du capital placé. Ce qui fait que les entreprises, lorsqu'elles bénéficient de l'accompagnement des institutions d'investissement au niveau mondial, ont plus de souplesse. Pendant qu'elles doivent travailler pour rembourser, pour celles qui s'endettent,
Les autres travaillent plutôt pour permettre aux investisseurs de rentabiliser le capital placé. Je ne sais pas si je reprends votre question. Non, c'est ça. Une dernière question, si vous me permettez. Allez. Vous avez parlé de la crédibilité des chiffres. Récemment, le Premier ministre Mansour avait fait une sorte pour accuser l'ancien régime falsifier les chiffres pour obtenir de bons taux. Vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi par rapport à la dette, comment vous trouvez l'économie sénégalaise? Alors, c'est une question, elle est double, hein. Je voudrais commencer déjà par vous souligner que, en tant que banquier d'investissement, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, j'ai une obligation de réserve dans les commentaires des politiciens, parce que, en fait, je ne prête pas beaucoup d'attention sur ce que les politiciens peuvent communiquer ou de la manière qu'ils doivent le communiquer, parce que il faut savoir que c'est même d'ailleurs très grave. Ça suppose que toutes les décisions que les investisseurs ont dû prendre au Sénégal étaient fausses. Parce que si les chiffres tels que Monsieur le Premier ministre les a présentés de manière sincère, ça suppose que les investisseurs ont été bernés par le passé. Ce qui laisse comprendre aujourd'hui la charge insoutenable de la dette. Le Premier ministre, il faut le savoir, a une exigence de moralité. On le voit déjà par sa façon. Je ne suis pas un membre de son parti politique. D'ailleurs, je ne fais pas la politique parce que je suis opposé d'ailleurs. Je soutiens l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé. Mais cette communication nous a permis tous de reconsidérer une évaluation mesurée des politiques économiques du Sénégal et de se rassurer et reconsidérer les anciennes décisions qui ont été prises. C'est d'ailleurs pour ces raisons, nous qui étions dans l'ambition immédiate de mettre en place au Sénégal une banque d'investissement, avons immédiatement compris qu'il fallait commencer par une étape liminaire de société d'investissement et maintenant travailler de manière collégiale avec l'État et déterminer les axes de la mise en place d'une institution, en l'occurrence une banque d'investissement, pour pouvoir épouser leur vision et soutenir leur développement. En ce qui concerne votre deuxième question, je ne sais pas si j'ai répondu à la première, qui est la situation de la dette du Sénégal. Je voudrais déjà vous souligner que lorsqu'on parle de la dette, beaucoup pensent que c'est de l'argent qu'on a donné au Sénégal et qu'ils n'ont pas remboursé. Attention, la dette, elle englobe beaucoup de paramètres, surtout une dette publique. La dette, elle est multiforme. Vous avez des partenariats publics-privés, d'ailleurs, que j'estime que nos États ne doivent plus accepter n'importe comment, qui constituent l'endettement. Parce que lorsqu'on construit une route par un acteur privé, je prendrai un exemple chinois ou français ou belge ou américain, qui finance l'investissement et que sur le long terme, il doit rentabiliser l'investissement par les péages et tout ce que nous pouvons observer, on endette le peuple à long terme. Mais parfois, les capitaux qui ont servi à la réalisation de cet ouvrage n'ont pas forcément servi à l'économie locale. Les capitaux ont été redépensés dans les marchés développés et seuls les équipements sont arrivés dans l'économie locale. Et pourtant, les dividendes et le retour du capital, c'est en devise locale. Vous comprenez déjà ce déséquilibre. Donc, la situation de la dette du Sénégal aujourd'hui, et j'ai bien confiance que le gouvernement actuel va l'apurer. Elle a d'ailleurs des politiques d'investissement et une politique économique qui laisse entendre que par la mobilisation rigoureuse des recettes fiscales, elle sera à mesure d'amortir avec honnêteté et intégrité la dette actuelle, qui, je le souligne, n'est pas qu'un capital monétaire, mais vous avez les crédits fournisseurs, vous avez une multiforme de postes qui englobe cette dette, qui laisse entendre qu'elle est énorme, mais ce n'est pas forcément le capital monétaire qui a été mobilisé pour constituer la dette. Il y a beaucoup de facteurs. Et donc, sur la base de ces facteurs, je suis certain que l'État va restructurer de manière interne et de manière objective ces dettes pour déterminer la réalité. Parce que le problème n'est pas de parler de la dette, mais il est nécessaire de se rassurer de la réalité de la dette et des conséquences qu'elle a pu avoir dans l'économie locale et la valeur ajoutée qu'elle a pu créer
Ce sont ces trois conditions qui doivent être évaluées avant de se permettre d'accepter et de supporter la charge qui en résulte.